Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui nous ont écoutés ce matin et bonjour aux nouveaux. Je vous rappelle, on est dans les deuxièmes rencontres nationales de la coopération territoriale, dont le thème de l'année c'est 2026-2033. Quelle trajectoire en commun? On s'est séparés en fin de matinée sur les trois thèmes que nous avons traités en parcours atelier pour se projeter et puis pour définir des trajectoires, celle des écosystèmes territoriaux, celle des organisations et celle des personnes. Alors le premier temps de cet après-midi, ça va être de partager tout ce qui s'est dit finalement dans ces parcours ateliers. Et donc on a trois retours d'expérience qu'on va écouter. Alors on va commencer par le parcours atelier sur les écosystèmes territoriaux. Il me semble que Mickaël Restier doit être dans le coin, s'il veut bien se manifester et nous dire en fait ce qui s'est passé dans son parcours. Quels sont les messages clés? Amélie, on attend quoi là? De parler. Mickaël, tu m'entends? Ah, il y a un petit problème de son. Est-ce que tu m'entends, Mickaël? Oui. Ah, voilà. J'étais en train de te lancer justement pour te proposer de nous dire ce qui s'est dit dans ton parcours atelier. Ah, direct, comme Ah, ça. oui, direct. Euh, Ah, bah oui. bonjour à tous. Parcours passionnant et merci à tous les participants. Donc du coup, sur nous, c'était sur les écosystèmes et les coopérations, bien évidemment. En fait, on a résumé en trois grands items. En fait, le sujet. En fait, donc du coup, que les coopérations relevaient en fait d'une responsabilité collective de l'ensemble en fait de l'ensemble des partenaires, en fait, que ce soit évidemment les élus, mais ça va aussi les consulaires, le monde associatif, le monde de l'entreprise, et tout est partie prenante. Donc il y a surtout en fait des acteurs actuels, mais c'est aussi qu'il faille avoir conscience que cette responsabilité collective était liée également à un investissement et un engagement personnel de chacun. Mais qu'en fait, voilà, ça va les décisions que nous prenions aujourd'hui, en fait, avaient un impact également sur les générations futures. Et donc déjà, et donc aussi d'avoir cette lecture en fait de la responsabilité lors de la prise des décisions. L'idée derrière, était également en fait de faire société, un petit peu comme le contrat social de Rousseau, d'avoir ce pacte territorial où en fait on met tout le monde autour de la table et d'embarquer tout le monde. Premier sujet, donc responsabilité collective. Le deuxième, c'est sur la question des temporalités. Oui, les coopérations, ça prend du temps. Et en fait, il faut accepter de prendre le temps. Prendre le temps de construire la confiance, prendre le temps d'échanger, de se connaître, et que en fait la question de la temporalité et de la gestion du temps est un sujet hautement politique, pardon, dans la mesure où en fait tous nous ne sommes pas en fait confrontés au même temps. C'est-à-dire que le temps des entreprises, des associations n'est pas le même que le temps de l'action publique. On le sait très bien, prend beaucoup plus de temps que également celui des transitions qui s'inscrit dans le temps long. Donc d'avoir toujours à l'esprit cette projection de la temporalité. Donc du temps long, du temps court, le temps de la formation également, ça prend toujours du temps. Formation initiale ou formation continue. Et également prendre le temps, lorsqu'on a des échecs, de prendre un peu de recul sur les raisons de l'échec, mais qui sont souvent des sources d'inspiration pour rebondir sur des coopérations de demain. Donc le temps de l'expérimentation, en fait, c'est aussi le droit à l'erreur et donc de reconnaître le droit à l'erreur. Il y a aussi le temps enfin, aussi, une fois que les choses se passent bien, c'est prendre le temps de célébrer les réussites et de dire en fait quand ça marche bien. Donc, premier, responsabilité collective. Deuxième, temporalité. Troisième, sur la valorisation des coopérations invisibles. Alors, en fait, ce qu'on a dit, c'est que les coopérations reposaient beaucoup sur de l'interpersonnel. Le facteur humain y est très important. Et donc, cette coopération invisible, mais indispensable, dont on a difficulté à évaluer en fait la mesure où c'est bien fait, pour reprendre les mots de Kamel, en fait, donc les bienfaits de la coopération invisible comme étant en fait un impensé mais indispensable en fait dans toutes les coopérations. Il y a plein d'autres choses, j'ai plein de post-it à transmettre, mais en fait si voilà l'exercice était de faire remonter trois grandes idées phares et elles sont celles-ci. Eh bien, merci, merci Mickaël et merci à tous tes participants et co-pilotes.
Alors, on a écouté les écosystèmes territoriaux. Maintenant, on va peut-être passer aux organisations, qu'elles soient publiques et privées, et leurs nouveaux modèles socio-économiques, leurs équilibres socio-économiques. Et normalement, la parole est à Caroline Germain, qui est déléguée générale de l'ADASI. Oui, merci Elodie. Alors, notre parcours atelier était effectivement sur les nouveaux équilibres socio-économiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ont pris la parole des entreprises, un acteur public, des fondations territoriales, une fondation nationale, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et finalement, dans le kaléidoscope de ce qui nous a été présenté, je suis désolée, mais moi, je n'ai pas trouvé 3, mais 5 leviers clés. Je serai très rapide, Élodie. 5 leviers clés qui permettent, qui permettent vraiment de repenser ces équilibres socio-économiques. En tout cas, 5 leviers majeurs et qui sont tous appréhendés chacun avec des mots différents, avec des postures différentes, mais qui sont systématiquement des leviers clés. Le premier, je dirais que c'est le mot, c'est la culture. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité de transformation culturelle, de formation, de comprendre de quoi on parle, c'est quoi un modèle socio-économique, d'analyser son propre modèle. Donc, il y a un chemin de transformation culturelle, il y a un chemin de formation pour pouvoir appréhender son propre modèle, mais aussi pour pouvoir appréhender la place de l'autre. Donc, sa place, la place de l'autre, se former, être accompagné pour bien comprendre ce que ça signifie. Donc, un premier levier, la transformation culturelle, on pourrait même dire, pour amener vers de la maturité. Deuxième levier clé, on voit bien que c'est la mise en lien. Il s'agit d'ésiloter, il s'agit de créer des collectifs. Pour inventer ces nouveaux équilibres socio-économiques, eh bien, en fait, c'est le croisement des regards, c'est créer du collectif. Alors, ça nécessite bien évidemment de trouver les moyens d'animer, d'avoir des ingénieries particulières, des compétences spécifiques pour animer ces collectifs. Eh bien, en fait, c'est il y a quelqu'un qui parle. Ah, Des regards, on va couper le micro voilà. de la personne qui parle. Collectif, alors. D'accord. C'est bon. Merci. Vas-y, Caroline. Mais c'est aussi ce deuxième levier, c'est aussi jouer collectif. Donc, c'est cette idée de mise en lien, de créer des synergies, de jouer collectif, qu'on va retrouver de manière différente, mais qui sont des postures éminemment partagées. Le troisième levier, c'est on invente de nouveaux modèles en visant la sobriété. C'est-à-dire qu'on ne met pas au cœur le sujet financier, mais comment on pense sobre. Et là aussi, pour penser robustesse, pour être vraiment innovant, et bien pour penser vraiment diversité, hybridation, en fait, c'est quelque part, c'est un peu la contrainte créatrice, j'ai envie de dire, qui est revenue à chaque fois dans nos tables rondes et ce kaléidoscope de témoignages sur ces nouveaux équilibres socio-économiques. Penser sobriété, en fait, est créateur d'une richesse absolument étonnante, pour pas dire détonnante. Le quatrième point, il a été dit par mon prédécesseur, et ben, c'est tout simplement d'expérimenter. C'est bien évidemment le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation. Certaines fondations permettent de le financer, peu, la Fondation GRDF n'en parlait. Mais comment est-ce qu'on peut avoir ce droit à l'erreur pour pouvoir inventer de nouveaux modèles? Et enfin, le cinquième levier, c'est comment est-ce qu'on valorise les réalisations. Et on pensait au terme valoriser au sens plein, c'est-à-dire que pour ces nouveaux équilibres socio-économiques, ces nouveaux projets, ces nouveaux modèles, il est nécessaire à la fois de les valoriser au sens de pouvoir les évaluer. Donc, comment est-ce qu'on évaluait et peut-être comment est-ce qu'on pouvait les mettre en récit pour montrer le chemin parcouru et je dirais l'impact et les apports de ces projets, mais comment on pouvait aller jusqu'à vraiment valoriser les engagements, les réalisations qui sont finalement, et c'est ce qui a été démontré dans ces parcours ateliers, des réalisations très concrètes. On a vu qu'on pouvait avoir des innovations industrielles, on a des innovations sociétales, on a tout un tas de nouvelles réponses sur les territoires qui sont de différentes natures et qui viennent vraiment à réinventer les équilibres socio-économiques. Merci Caroline pour ce tour bien complet de votre parcours atelier. Et on va continuer avec le parcours compétences. Et il me semble que c'est Angélique Figari, qui est cofondatrice de la Maison de l'Apprendre, qui va prendre la parole. Merci. Alors effectivement, nous, on a vécu un moment en fait de congruence entre le fond et la forme de notre sujet
puisque nous étions sur la question de la valorisation des compétences des coopérations en territoire et au travers des différents temps d'inspiration, des témoignages remarquables qu'on a pu avoir. On est arrivé finalement à une écoute de récits de ce qui était fait, de comment est-ce que cela a été fait, de ce que ça pouvait produire par des acteurs publics, privés, du monde économique, de l'intérêt général, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et collectivement, on a identifié tout d'abord que le sujet qui nous réunit aujourd'hui a pris une impressionnante ampleur par le nombre et la diversité des organisations qui se sont mobilisées et que la professionnalisation et l'ensemble de l'outillage qui a été produit ces dernières années y a énormément contribué. Les écueils principaux qui ont été retenus concernant cette valorisation des compétences questionnent en fait dès l'origine le référentiel académique de ces compétences qui restent aujourd'hui en émergente, avec la nécessité de pouvoir déployer un langage commun, une culture partagée et d'après aussi là, des retours très partagés des participants, un risque de trop intellectualiser en fait le sujet et de rendre finalement difficilement accessible cette question au plus grand nombre. Dans les leviers qui ont été du coup préconisés, ce qui est ressorti, c'est la question du fait de savoir raconter, de savoir documenter, en tout cas expliciter ce que la compétence a permis de faire, de qualifier les effets visibles, lisibles, compréhensibles des actions qui y sont liées, de produire du contenu actionnable, donc en fait d'être dans l'agir, d'être dans le fait de fédérer, d'assembler les énergies sur les territoires, une compétence qui a de la valeur par la capacité collective qu'elle nous donne à la faire évoluer, donc d'être dans une démarche d'amélioration continue. Et puis peut-être un point qui semblait très important, c'était de se dire autour de l'ingénierie du lien, cette difficulté qu'on a à raconter le travail de défrichage, de catalyse, d'exploration finalement, était la clé de rendre plus accessible et plus appropriable cette démarche à l'échelle de chacune de nos organisations dans leur grande diversité. Eh bien, merci Angélique, merci à vous trois. Alors, je ne vais pas être exhaustive, mais malgré tout, je retiens pas mal de points communs. Et j'aimerais retenir la question de la temporalité, qui est un enjeu majeur pour accompagner les transitions et mettre en place des coopérations long terme durables. Il y a la question de la culture, à la fois transformation culturelle, mais aussi la culture partagée, le langage commun. Des mises en lien, évidemment. Tout ce que font les acteurs de l'ingénierie locale, c'est vraiment de la mise en lien pour une recherche de sobriété, de modèles socio-économiques frugaux. Et la question de la valorisation des compétences, la valorisation des engagements des uns et des autres, sont des points qui nous semblent, au réseau des catalyseurs territoriaux, évidemment majeurs. Et je pense que ça va faire le lien avec la séquence conclusive quand on parlera des modèles socio-économiques des ingénieries territoriales. Alors on a, grâce à ces parcours ateliers, on s'est projeté pour essayer de construire, en tout cas imaginer des trajectoires à 2033. Mais quand on se projette, c'est toujours bien aussi de partir de l'existant. Et pour partir de l'existant, il faut pouvoir arriver à parler des enseignements. Et là, je vais laisser la parole à Charles Benoît Etsic, qui est président fondateur du Rameau, et de ses invités pour nous parler des enseignements du Fonds DD17 entre 2020 et 2026. Charles Benoît, je vous laisse la main. Bonjour à toutes et tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Élodie. Alors effectivement, pour parler de cette dynamique qui vient de s'achever, il est important de revenir à nos travaux de recherche qui, en 2016, marquaient une première décennie. Avait été en 2014 publié le rapport sur l'engagement des actifs, puis en 2015 sur les modèles d'investisseurs sociétal, et puis en 2016 ce rapport sur la question de la co-construction territoriale, ces trois référentiels marquant justement les trois étages, les trois corps, le corps physique, le corps social et le corps sociétal qui étaient devant
devant nous. Bien évidemment, à partir de ces moteurs de l'engagement de chacun qui étaient à ces 3 dynamiques, nous avons fait un premier pas en 2019 qui nous a permis d'identifier quels étaient les leviers qui étaient derrière ces 3 corps. Et c'est à ce moment-là qu'a été reconnu, à la fois académiquement et institutionnellement parlant, finalement la valeur de ce travail en commun. Et c'est à partir de ces 7 ans qu'il est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut retracer finalement cette histoire en commun, puisque c'est ce qui a pu être mis en place. Alors, pour retracer finalement cette décennie 2016-2026, il est intéressant de voir qu'à partir de 2019, nous avons ce que nous avons pu appeler une autorisation de mise sur le marché. Vous savez, quand on parle de médecine, il y a une preuve de concept d'abord. Il faut d'abord avoir fait la preuve de concept. Et puis après, 10 ans s'enclenchent pour pouvoir passer de la preuve de concept à l'autorisation de mise sur le marché. Et pour nous, 2019 était vraiment cette logique-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Nous avons pu avoir 3 temps. D'abord 2020-2021, de pouvoir comprendre en profondeur. Et c'est là où nous reparlerons dans un instant. Anne-Valérie Crespo, la présidente de l'Observatoire, reviendra sur le rôle de l'Observatoire des partenariats, mais pouvoir permettre à chacun de se situer et pouvoir finalement, au travers des 10 profils d'acteurs, des 16 domaines d'action et des 5 échelons territoriaux du local à l'international, pouvoir comprendre ce qui étaient les transformations à l'œuvre, a été l'élément tout à fait moteur. Et dans la mission ministérielle, dont l'une des 21 mesures était justement de pouvoir se doter d'éléments robustes, de données robustes, il est évident que le fait que depuis 2008, nous avions capitalisé ce que les citoyens, les chefs d'entreprise, les dirigeants associatifs, les élus locaux, non seulement ce qu'ils pensaient, mais surtout ce qu'ils vivaient. Comment ils mettaient en pratique cette dynamique-là. Et donc 2020-2021 a permis de pouvoir finalement poser ce socle commun pour identifier comment, pour chacun d'entre nous, pouvoir se situer dans ce monde en mutation. Et pour pouvoir co-construire, pour pouvoir agir ensemble, encore faut-il que chacun des 10 profils d'acteurs, finalement, soit au clair sur sa position sur les différents sujets. Le deuxième temps, 2021-2025, a été de pouvoir accompagner cette dynamique-là. Et c'est là où nous avons mis en place un programme qui a été, à l'issue de chefs de projet innovation territoriale, où nous avions creusé cette compréhension, tout domaine, tout acteur, tout territoire. Nous avons lancé 2024-2026 ce programme Réussir ensemble la territorialisation des transitions autour du schéma que vous voyez au centre, c'est-à-dire cette convergence, cette capacité de faire convergence, d'où le fait d'être symboliquement dans la maison de la convergence, à la maison 3.0, entre les politiques publiques territorialisées, entre la capacité et l'envie d'agir, et entre cette capacité des acteurs économiques à finalement créer avec leur territoire les réponses qui correspondaient aux besoins. Et pour nous, ça correspondait réellement à cette notion de projet de territoire, tel que nos amis, l'ANPP Territoire de Projet, l'avaient formalisé dans un premier Vademecum. Et vous aurez sans doute remarqué, pour ceux qui suivent les travaux, que de 2021 à 2025, il y a eu un chemin en commun qui a été conduit d'une part par l'ANPP Territoire de Projet et d'autre part par la Fondation des Territoires pour pouvoir rendre compte de ce cheminement. Qu'est-ce qu'un projet de territoire ? Qu'est-ce que cette ingénierie du lien ? Comment est-ce qu'on peut se doter de compétences sur ces sujets-là ? Qu'est-ce qu'un récit commun ? Tout ce cheminement-là a pu être fait avec 81 écosystèmes territoriaux qui vivaient ces projets de territoire, et j'insiste lourdement, à des niveaux de maturité différents. Parce que si on veut fixer un cap, il faut certes comprendre et certes accompagner, mais il faut aussi pérenniser. Et pour pérenniser, il faut prendre en considération ce qu'est la maturité collective de chacun. Or, justement, pour qualifier cette maturité collective d'un territoire, nous sommes partis de cette base de pouvoir comprendre
quelles étaient les fragilités, la culture historique de coopération sur les territoires. On ne fait pas alliance de la même façon à Lille, à Morlaix et à Lyon, les trois espaces où vous avez vécu les parcours d'engagement juste avant, et encore moins à Saint-Benoît-de-la-Réunion ou à Papeete. Et donc, il était important de pouvoir avoir, bien évidemment, des territoires représentatifs de l'ensemble de ces dynamiques-là et de comprendre quelle était leur maturité collective. Le deuxième point, c'est de savoir qui est le pivot, qui est celui qui porte cette capacité d'animer cette coopération territoriale. Ce n'est pas la même chose s'il s'agit d'un service innovation au sein d'une collectivité, s'il s'agit d'un PTCE, un pôle territorial de coopération économique, s'il s'agit d'un club d'entreprise, s'il s'agit d'un acteur académique qui implique ses étudiants autour d'un travail en commun. Ça n'est pas la même chose si c'est une fondation territoriale. Donc bien évidemment, qui est l'acteur ? Qui est celui qui va prendre l'animation de cette coopération territoriale, ou les acteurs, parce qu'il y a rarement sur un territoire un seul acteur, et le deuxième élément qui permet de qualifier la maturité d'un territoire. Et puis le troisième, c'est bien évidemment quel est finalement le parcours d'expérience des femmes et des hommes qui le vivent. Et ça, c'était un point qui a été essentiel dans les travaux que nous avons menés avec nos amis d'AgroParisTech entre 2019 et 2024 sur ce programme chef de projet innovation territoriale, c'est de voir que, au-delà des compétences qui font formaliser, qui font l'objet de connaissances déjà acquises, eh bien, ces transitions que nous sommes en train de vivre font émerger de nouveaux types de compétences. Et quand on additionne, quand on regarde, si le territoire est en résonance ou en dissonance entre ses besoins, sa fragilité, sa capacité culturelle à coopérer, entre finalement l'acteur ou les acteurs qui portent ces dynamiques de coopération et les équipes au sein de ces acteurs pour pouvoir être force d'entraînement, eh bien, ça nous a permis de qualifier 4 niveaux de maturité de coopération territoriale. 63% de nos territoires aujourd'hui en sont à leur premier pas de réelle coopération territoriale. Et j'insiste sur ce point parce que, vous savez, c'est un peu comme en sport. Tout le monde souhaiterait être Teddy Riner et aller faire les Jeux Olympiques demain matin dans cette dynamique. Mais tout le monde n'est pas encore en capacité d'aller dans mon territoire, sur Paris-Asmarne-et-Bois, à l'INSEP pour se former avec les champions olympiques. Et ce n'est pas grave. Lorsque finalement on veut faire du judo, eh bien on commence par être ceinture blanche, puis ceinture jaune, et on va passer toutes les ceintures. Et donc le fait de reconnaître finalement que l'on est à ses premiers pas de cette coopération territoriale, eh bien finalement c'est un élément essentiel, parce que trop souvent, nous montons les schémas de ceux qui ont été tellement finalement en coopération que c'est désespérant pour ceux qui ne sont pas à cette maturité-là. Mais quand on creuse, oui, ça fait 30 ans que le territoire est dans cette dynamique. Et donc, c'est un élément très important de prendre en considération qu'aujourd'hui, 63% de nos territoires sont à leurs premiers pas et que accompagner ces premiers pas ne se fait pas de la même façon que le deuxième étape. Ce sont les territoires, pour 25% d'entre eux, qui ont déjà une compétence acquise, mais on ne sait pas encore où la loger. Parce que finalement, cette coopération territoriale, elle pose la question à un moment donné de qui anime et où se trouve la compétence. Et où se trouve la compétence pouvant être dans de multiples endroits. Et quelquefois, dans 25% des cas des territoires, les expériences montrent que ça a produit des effets extrêmement importants sur le territoire, mais on ne sait pas encore où le loger. Et ça peut être un élément qui est un peu déstabilisant pour les femmes et les hommes qui pilotent cette coopération territoriale, parce qu'ils sont un peu à l'étroit dans l'organisation dans laquelle ils sont, qui leur dit « mais c'est très bien de faire tout ça, mais nous, on n'est pas complètement encore prêts dans cette logique-là ». Et donc, on porte une attention toute particulière, et nous y reviendrons, mais c'est un élément qui, pour nous, est déterminant, parce que, effectivement, les territoires qui cherchent à savoir comment pérenniser ces expériences passées, ces 25% de territoires, sont sans doute ceux qui sont le plus en difficulté aujourd'hui, parce qu'il leur faut franchir la troisième étape que 9% des territoires ont franchi, c'est-à-dire de choisir ensemble quels sont le ou les dispositifs qui vont porter cette dynamique-là.
Et j'insiste lourdement parce qu'on ne s'attribue pas le rôle d'être le dispositif en commun qui va animer son territoire. Il faut que ça soit un choix du territoire. Il faut que ça parte des besoins qualifiés du territoire et que finalement le tiers de confiance soit nommé non pas par l'extérieur, moins encore par celui qui va jouer ce rôle, mais par le territoire qui va lui demander de pouvoir accompagner cette transformation. Et 9% d'entre eux sont à cette maturité-là. Ils ont créé un PTCE, un club dédié, un service innovation, une fondation territoriale. Mais finalement, ils ont pu prendre en commun cette décision de pouvoir porter durablement cette solution. Et puis 3% des territoires en sont à stade finalement de maturité telle que finalement ils sont en train d'inventer le modèle de demain. Mais j'attire votre attention que dans les 3% de territoires qui sont à ces niveaux-là, c'est déjà plus de 30 ans d'expérimentation de coopération territoriale qui ne savaient pas dire qu'ils faisaient ça historiquement parlant, qui progressivement ont découvert cette capacité de leur territoire et paradoxalement, peut-on croire, mais finalement, assez logiquement, quand on a l'analyse, ce sont les territoires les plus fragiles. Et c'est pour ça que ce qui est très intéressant en termes de coopération territoriale, c'est qu'on a une forme d'inversion des normes. Plus, finalement, vous êtes un territoire considéré dans nos indicateurs aujourd'hui pertinents, plus vous êtes au début du travail de la coopération, parce que, faut-il le rappeler, la coopération, c'est de faire ensemble ce qu'aucun d'entre nous peut faire seul, et donc il faut accepter d'être dans une forme de fragilité qui impulse cette dynamique collective. Et donc, il est vraiment important, si nous voulons pérenniser cette dynamique-là, et c'est ce qui a été engagé dans le cadre de la démarche 2024-2026, réussir ensemble la territorialisation des transitions, d'où l'importance d'être avec vous aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre en considération que tout comme en sport, il est extrêmement important de trouver et d'inventer des solutions qui sont à la portée non pas d'un individu, non pas d'un corps physique, non pas seulement d'un corps social, mais d'un corps sociétal qu'est le territoire. Et c'est là où vous aurez compris que, bien évidemment, le fruit de la mandature 2020-2026 que nous avons co-construit avec les acteurs institutionnels, publics, nationaux et territoriaux, sont encore plus dans un sens aujourd'hui où, après 7 ans d'expérience en commun, nous allons pouvoir faire avec beaucoup plus de sérénité une projection dans les 7 prochaines années, et vous aurez compris le jeu de mots, comprendre, accompagner, pérenniser, c'est être en capacité de faire un cap à 2033. Et que, bien évidemment, ça exige des trajectoires qui soient justes, durables et équilibrées en fonction de la maturité de chacun. Alors, je me tourne vers vous, Brigitte Giraud, parce que j'ai évoqué le fait que toute cette démarche a été faite, notamment ces 3 dernières années, avec 81 écosystèmes territoriaux. Et peut-être est-il intéressant de savoir un peu qui sont ces écosystèmes territoriaux et puis surtout, qu'est-ce qui va être fait maintenant pour accompagner la mise en œuvre de ces trajectoires territoriales. Merci Charles Benoît et merci pour la présentation de ce paysage qui permet de rentrer dans peut-être les aspects assez concrets et la batterie, en fait, puisque vous avez parlé d'autorisation de mise en marché, il y a aussi elle a produit des médocs. Et ces médocs, c'est ceux qui sont proposés. Alors, d'abord, dire que cette extension du travail d'analyse, d'observation, d'écoute, cette extension sur les 81 territoires, c'est d'abord une très grande diversité de territoires, puisque 12 régions métropolitaines ont pu entrer dans le programme accélérer la territorialisation des transitions. Ensuite, ce sont 3 territoires ultramarins. On en a beaucoup parlé aujourd'hui de la force qu'ils pouvaient apporter et pas seulement leur fragilité. C'est aussi une diversité de profils des acteurs extrêmement intéressante, puisque on avait 4% d'acteurs d'intérêt général, 30%, j'ai de mal à lire si loin, de collectivités territoriales et
15% d'entreprises, 8% d'acteurs. Je ne sais pas si vous voyez le slide pour les participants, mais en tous les cas, vous pouvez voir cette grande diversité des profils d'acteurs. Et également, et c'est un élément tout à fait intéressant, la grande diversité des ingénieries de proximité, ce que soulignait Charles Benoît tout à l'heure dans ses propos introductifs. Alors, fort de tout ça, en fait, s'adapter aux différentes maturités territoriales dont a parlé Charles Benoît tout à l'heure, les 63, etc., c'est évidemment proposer des perspectives, proposer des instruments, proposer des appuis, des accompagnements qui permettent évidemment de s'adapter à ces spécificités et aux besoins qui sont exprimés par ces acteurs fonction de leur niveau de maturité. On a un peu trop cru que faire accompagner les territoires, c'était les mêmes méthodes partout, uniformément, quel que soit le territoire, mais aussi quelles que soient les personnes et quelles que soient les organisations qui les composent, et bien évidemment l'histoire de leur pratique de coopération. Alors, si on croise effectivement les maturités des territoires avec les besoins des acteurs, eh bien, on a un certain nombre de propositions qui sont là et qui viennent très directement et très concrètement, en tous les cas, c'est ce que nous espérons, accompagner les acteurs. Premièrement, avant de commenter un tout petit peu cette matrice, dire que accompagner les acteurs pour les coopérations territoriales, c'est d'abord les aider à se situer là où ils sont. C'est-à-dire que là, on a des pourcentages, mais qui se reconnaît dans quel type de maturité. Donc, c'est d'abord accompagner les acteurs pour qu'ils se situent par eux-mêmes, ce qui leur permet de vivre l'expérience en l'ayant intériorisé, si j'ose dire, là où il se situe. Premièrement, c'est celui-là. Deuxièmement, c'est qualifier sa propre maturité. Donc, une fois qu'on sait où on se situe, comment on la qualifie? Quels vont être nos besoins prioritaires? Comment va-t-on pouvoir progresser dans les coopérations territoriales? Et enfin, c'est choisir le niveau de réponse adapté, donc carrément rentrer dans la dynamique et dans la capacité à se expérimenter ou prolonger ou développer les coopérations territoriales. Et ce matin, on a souvent prononcé le mot de confiance. Eh bien, voilà un premier moyen de gagner en confiance, c'est de savoir se situer pour pouvoir avancer. Alors, pour ne pas trop empiéter sur le temps de ma voisine, quelques mots sur cette matrice-là. On a dit tout à l'heure, 63% des territoires font les premiers pas. Quand on fait les premiers pas, eh ben, on a un besoin d'apport important en connaissances. Alors, pas forcément de la connaissance académique descendante brute, mais par contre de la connaissance déjà modélisée, ou pas forcément non plus de se noyer dans les données, comme nous disait ce matin, je crois, notre ami de SINDUP. Et du coup, l'enjeu, c'est bien d'apporter de la donnée, mais de la donnée déjà, j'ai envie de dire, intelligible. Non pas que les acteurs soient pas suffisamment intelligents, mais que ça leur permette de leur faciliter la vie. Et donc, ce sont toutes les plateformes numériques. Alors, je parlais des médocs. Donc, les médocs, ce sont les méthodes, les exemples, les données. Donc, j'en parle à l'instant, des données, les outils et les compétences, dont on a parlé aussi dans la journée.
Alors, du coup, les plateformes numériques, eh bien, il y en a plusieurs. On en a évoqué certaines, mais par exemple, coopérer efficacement pour les entreprises et les acteurs économiques et la plateforme d'innovation sociétale pour les investisseurs sociétaux, la plateforme trajectoire socio-économique, on a parlé des modèles socio-économiques à l'instant, pour les acteurs et les porteurs d'alliances, piloter l'innovation, je l'ai dit, sociétale, et puis évidemment pour les catalyseurs territoriaux organisateurs en grande partie de cet événement, eh bien, l'innovation territoriale en action, les acteurs de l'ingénierie de proximité. Alors, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, ce sont des programmes d'études, mais ma voisine va en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler à ce niveau-là, mais c'est aussi un apport de connaissances. Les 25%, on vient d'entendre la restitution des ateliers. Les 25%, ce sont ceux qui ont développé une expérience, qui ont développé une ingénierie de proximité, mais qui ne l'ont pas encore stabilisé. Et c'est à la fois une grande force que de l'avoir fait, mais on a vu tout à l'heure que c'était aussi des points de fragilité. Eh bien, c'est parmi les 4 catégories, c'est aussi là qu'il y a des points de fragilité assez importants pour pouvoir, comme le disait à l'instant Charles Benoît, loger cette compétence et la valoriser et la faire reconnaître, puisque ce ne sont pas des métiers normés au sens habituel du terme. Eh bien, comment on valorise ces compétences et comment on donne confiance, là aussi, à ces acteurs de l'ingénierie de proximité pour qu'ils puissent continuer leur mission. Donc là, les médocs proposés, ce sont des parcours expérientiels. Il y en a un premier qui a eu lieu en juin de cette année et puis ça va continuer. Donc 3 parcours qui sont sans doute appelés à se développer et à se déployer. Innover en territoire, coopérer efficacement, puisque eux-mêmes, ces accompagnateurs-là, ont besoin de se mesurer déjà aux autres, et c'est bien pour ça que ça s'appelle des parcours expérientiels, et c'est pas tellement se mesurer, c'est entre pairs également et avec d'autres acteurs, pouvoir grandir dans leurs fonctions et se rassurer dans leur capacité à pouvoir la piloter au long cours. Et enfin, c'est hybrider un modèle socio-économique territorial, puisqu'on parle rarement, enfin on parlait rarement encore de modèle socio-économique territorial, même si ici on en a des exemples. Donc ça, c'est pour le deuxième point. Et puis évidemment, c'est l'animation au quotidien, j'ai envie presque de dire, du fonds ODD 17 avec tout un tas de formats pédagogiques qui permettent l'appropriation des savoirs et des savoir-faire. Alors on a vu l'ADASI sur les modèles socio-économiques avec GRDF dans un atelier. On a vu Charles-Emeric Caffin de la GEBVA avec également les modèles socio-économiques. On a vu, alors on n'a pas vu ESS France, le parcours qui a été animé puisqu'il n'a pas pu nous rejoindre, mais ça fait aussi partie de ces formats pédagogiques qui sont issus, qui sont proposés par le fonds ODD 17. Et puis, voilà. Et donc, du coup, voilà pour cette catégorie des 25% des territoires sur les questions des compétences. Sur les 9% des territoires qui ont créé un dispositif qui est déjà pérennisé. Là, eh bien, le fonds ODD 17 a créé il y a maintenant quelques années, depuis 2020, 3 modalités d'investissement innovant. Alors ces 3 modalités, certains parmi les participants ou certains peut-être ici en ont déjà bénéficié. Il s'agissait d'aller au regard du fait que ces ingénieries innovantes
Elle se situe à différents endroits, Charles Benoît le disait tout à l'heure, hein, depuis des collectivités jusqu'à des fondations territoriales. Il s'agissait de pouvoir apporter un investissement qui ne se trouvait pas facilement pour pouvoir aider à ces formes de pérennisation. Et du coup, ça a été la création des fonds d'investissement structurel, puisqu'il y a eu des investissements en tout, les fonds d'investissement structurel, les fonds d'innovation partenariale, le fonds d'ingénierie territoriale, ce sont des investissements importants que le Rameau a mis à disposition. Et nous avons eu le plaisir de faire un petit quiz sur le Rameau, et on sait que quand le Rameau a pu, à travers le fonds ODD 17, investir 1 euro, eh bien ça génère 7 euros de levée de fonds sur les territoires et de capacité de retour sur les territoires. Enfin, On peut peut-être dire quand même que cette année, il y a eu 2 nouveaux fonds d'ingénierie. alors, pardon, oui, c'est ça que je voulais dire. Merci de me rattraper. En voulant aller vite, j'ai failli les oublier. Et donc, cette année, en 2026, c'est 2 nouveaux fonds d'ingénierie territoriale qui ont été lancés pour accélérer la territorialisation des transitions. Donc, le premier, c'est le fonds de soutien à l'engagement territorial des entreprises. Donc là, il y a un niveau territorial un peu précis sur lequel ce fonds est mis en œuvre pour le moment. Et qui fait tout à fait écho à l'introduction que nous a faite ce matin Frédéric Marquet de Paris-Est Marne-et-Bois. Et c'est un focus sur les entreprises, sur ce territoire-là, avec un soutien à 10 projets. Frédéric a aussi évoqué des thématiques communes qui sont le résultat d'une écoute des acteurs de ce territoire et qui sont le résultat d'une décision conjointe de retenir 4 grands types d'actions, de thématiques sur lesquelles le focus pourrait être mis. C'est donc l'éducation, le dialogue économique, l'écologie industrielle et territoriale et les nouveaux usages du numérique. Voilà pour ce point-là. Le deuxième fonds qui a été créé, le fonds de soutien interterritorial. Encore une fois, il a été créé à partir de l'écoute des acteurs. Et là encore, c'est sur un soutien à 5 projets innovants qui pourraient inspirer d'autres territoires. C'est en cela qu'il a une dimension de fonds interterritorial avec comme cible ces territoires innovants d'être leviers, en particulier pour les fondations territoriales. Je crois par exemple que votre voisine est un peu concernée sur la question de qu'est-ce qu'on peut inventer au niveau régional. Exactement. Il me semble que mon petit doigt m'a dit qu'en Occitanie, il se passait quelque chose. Et le territoire dont nous parlions tout à l'heure également, le Paris-Est Marne-et-Bois, est également concerné avec la fondation récemment créée Marne-et-Bois. La Fondation de Lille aussi, sur le Fonds de solidarité. Et la Fondation de Lille aussi. Voilà. On voit bien le rôle aussi des fondations territoriales dans leur capacité à apporter de nouvelles solutions. Tout à fait. Voilà. Et donc, enfin, sur la dernière catégorie de maturité, les fameux 3%, pas grand-chose de plus à dire que ce qu'a dit Charles Benoît tout à l'heure, même si c'est les plus fragiles, puisque c'est eux qui ont inventé et qui doivent faire vivre le renouvellement de cette capacité à animer les coopérations territoriales. C'est quand même ceux qui, aujourd'hui, sont évidemment les sources d'inspiration pour les autres et qui parfois même peuvent être un peu fatigués d'être les sources d'inspiration pour les autres qui les rattrapent progressivement. On l'espère. Alors on peut leur dire quand même que de l'Observatoire des partenariats à la Fondation des territoires, ils ont 9 dispositifs qui ont été créés aussi pour construire avec eux. On peut parler du réseau des catalyseurs territoriaux qui fait partie d'un d'entre eux. Merci beaucoup Brigitte pour ce tour finalement des solutions qui sont mises à disposition des territoires en fonction de leur maturité. Je me tourne vers votre voisine Anne-Valérie Crespo. Vous êtes présidente de l'Observatoire des partenariats
partenariat. Et la question de la robustesse des données est un élément majeur, puisque finalement, avant de prendre une décision, et surtout quand cette décision elle nous impacte sur les 7 prochaines années, eh bien, il est fondamental de pouvoir avoir des données solides. Dans le parcours Atelier 3, nous avions le témoignage de l'Observatoire des impacts des crises qui a été monté notamment par Olivier Portier, et on nous disait à quel point finalement avoir des données aujourd'hui est un élément structurant dans les zones d'incertitude. En quoi est-ce que l'Observatoire des partenariats, justement, peut donner cet élan et puis cette réassurance ? Bonjour à tous. D'abord, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je dois dire que je me régale. C'est une journée qui est juste passionnante, je tiens à le dire. L'Observatoire des partenariats, pour moi, c'est un socle pour l'ensemble des réflexions, en ce sens où effectivement, c'est de la qualité des données, de la finesse des données, de la robustesse des données dont on peut ensemble faire un diagnostic partagé. C'est quand même la première phase. Et ensuite, à partir de ce diagnostic partagé, chacun peut s'approprier les thématiques, les spécificités de son territoire, les éléments qui sont communs avec d'autres territoires pour engager des plans d'action avec les acteurs adéquats sur le territoire et avec les enjeux qui sont propres à ce territoire-là. Et aujourd'hui, dans un monde où la question des data est omniprésente, par rapport à mon parcours, moi, il me paraissait vraiment fondamental d'être sur cette thématique du socle, qui soit un socle partagé, dont on peut discuter, qui soit même socle des discussions, mais qui ne porte pas à discussion sur le fond. À partir du moment où le diagnostic est en place, là, on peut commencer à agir. Et c'est bien l'action qui nous intéresse. En quelques mots, l'Observatoire des partenariats, alors j'ai pris quelques notes parce que c'est une passation de relais. L'Observatoire des partenariats, il a été créé, vous le voyez sur le slide, en 2008, à l'initiative du Rameau et de la Caisse des dépôts et consignations, si ma mémoire est bonne, et en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif. Il y a eu plusieurs phases que vous voyez là aussi sur le slide. La première phase, en 2008-2012, concerne les partenariats économiques et leur rapport dans le cadre de l'intérêt général. On était au préalable, je vous le rappelle, au rapport Sénart-Nota de 2018 et à la loi Pacte. On était aux prémices, on était vraiment dans de la construction très en amont sur le rôle que, y compris les acteurs économiques, les entreprises peuvent jouer aux côtés des citoyens, aux côtés des politiques et aux côtés des acteurs des collectivités territoriales, par exemple. Ensuite, entre 2013 et 2017, on est, et c'est à ce moment-là, moi, que j'ai découvert l'Observatoire des partenariats sur l'analyse des fragilités territoriales, en particulier régionales. Et j'ai le grand plaisir de travailler au sein d'une structure qui est assez en amont avec l'Alliance Dynamique, donc le groupe La Poste, qui travaille de très longue date avec le Rameau, sur ces questions de l'analyse fine en tout point du territoire, de quelles sont les fragilités, est-ce qu'elles sont plutôt de type numérique, est-ce qu'elles sont de type pauvreté, est-ce qu'elles sont de type senior, et en fonction des spécificités des territoires, là aussi, on peut s'approprier des données qui sont socles d'un plan d'action partagé entre les acteurs. Ensuite, entre 2018 et 2022, on est sur plutôt de la qualification de l'impact du faire alliance en territoire. C'est là où on se rend compte qu'il est nécessaire pour faire société de s'inscrire à partir de ce que, dans mes travaux de recherche, j'appelle une RSE ancrée et incarnée, c'est-à-dire la prise de conscience d'une responsabilité sociétale des entreprises, des organisations, des collectifs d'une manière générale, qui soit ancrée sur un territoire et incarnée par des vrais gens. Si on n'est pas sur de l'incarnation et de l'ancrage territorial, on est dans du discours et du greenwashing potentiellement, et ça n'est pas ce que l'on souhaite. Et donc pour passer à l'action, on passe par un endroit déterminé, un espace-temps, et puis des managers ou des citoyens sur leur bassin de vie qui rentrent dans l'action. Donc moi, ce qui me paraît important, c'est vraiment cette appropriation sur chaque territoire, des citoyens, des élus, des entreprises et des associations pour innover et pour trouver, pour inventer un modèle qui à la fois est un modèle propre à chaque territoire et qui sera en capacité, c'est un élément qui me paraît important, à s'articuler avec les autres projets de territoire pour faire société au niveau des individus, des organisations et de la société française, la cohésion sociale. Alors pour l'avenir,
Pour l'avenir, sur l'année 2023 et jusqu'à l'année 2027, donc on est en plein dedans, la question c'est passer des actions de chacun, qui ont été largement évoquées par rapport aux pionniers notamment, à maintenant l'interaction entre tous pour faire écosystème. Donc, en 2023, l'idée, c'était d'écouter les aspirations des citoyens, et en commençant par les jeunes, c'est notre avenir. On a évoqué tout à l'heure dans les retours du groupe de l'atelier numéro 1, par exemple, du rapport Brundtland, sur l'impact sur y compris nos enfants, les générations futures, des choix qu'on fait aujourd'hui. La canicule en est un bon exemple. Deuxièmement, en 2024, c'était plutôt la question des élus, des collectivités territoriales. Et là, ce que nous ont apporté les analyses de l'Observatoire des partenariats, c'est une vision systémique. On en a parlé dans les ateliers aussi, à savoir essayer de décloisonner, d'envisager l'altérité comme une richesse pour monter des plans d'action et innover. On ne peut pas innover tout seul avec qui nous sommes. Il faut vraiment partir d'une complémentarité des apports et toujours de manière ancrée et incarnée. En 2025, le focus s'est attaché plutôt aux acteurs économiques et le lien en particulier entre les entreprises et leur territoire. Comment on peut déployer la connaissance, comment on peut déployer aussi en intégrant à ce moment-là les acteurs académiques, tout ce qui concerne le lien d'un développement économique qui soit durable, pérenne, tout en étant rentable. Et à partir de là, on a vraiment mis en place et mis en avant les acteurs économiques comme faisant partie des écosystèmes politiques, citoyens et collectivités territoriales, par exemple, sur les territoires. Alors, cette année, en 2026, on passe à un stade supérieur qui est d'ancrer et d'incarner ce déploiement à travers notamment 3 études. Alors Charles-Benoît Heitzig vient d'en parler à l'instant sur la question des fondations territoriales, sur la question également des acteurs de l'ingénierie locale et toujours cette question des pionniers, comment on les reconnaît, comment on les valorise. En fait, un peu comme ces messagers pour lesquels on parlait de bienfaits tout à l'heure ou d'impact invisible. Une fois que le résultat est là, on a tendance à les oublier, presque dans le meilleur des cas, voire à les dénigrer. Donc la question, c'est comment on arrive à reconnaître le travail qui a été réalisé, à le généraliser, à les valoriser. Et derrière, la troisième étude concerne également les écosystèmes et les liens entre l'économie et les territoires, mais sous un lien un peu différent. Et je fais le lien avec mes premiers propos, et Charles-Benoît Heitzig en a parlé également, la question de la robustesse des territoires. Et la question de la robustesse des territoires, au sens d'Olivier Hamon, c'est une question qui rejoint la biologie, c'est-à-dire comment on s'organise, comment on s'organise tous ensemble en termes d'écosystème, presque au sens biologique, pour anticiper, pas seulement réagir, mais s'organiser en anticipation pour des évolutions qu'on ne connaît pas encore. Et ça, on ne peut pas le faire seul. On peut le faire à partir du moment où on a des données fiables, je repense au climat par exemple, et où on se met d'accord sur un diagnostic pour agir tous ensemble dans la spécificité de qui on est et de où on est en fonction de notre posture. Merci beaucoup Anne-Valérie. Vous comprenez bien en conclusion de cette session qu'en fait, aux données sociopolitiques qui traitent des questions de gouvernance, cette vision partagée, aux données politico-techniques qui traitent de nos systèmes de gestion, il nous faut absolument ajouter une 3e dimension que nous avions peut-être oubliée, qui est une dimension stratégico-dynamique territorialisée. C'est-à-dire finalement comment ces corps sociaux que nous formons, parce que individus engagés, nous n'avons de sens que dans une capacité de travailler avec une équipe, et donc quelque part cette équipe devient projet, cette projet devient structure, et certes on peut parler d'une organisation, mais avant de parler quel est le processus de décision, quel est le processus de production du système d'information, c'est déjà qu'est-ce que les femmes et les hommes qui constituent ce projet inventent ensemble dans cette dynamique. Et c'est bien ce corps social qui n'est pas un corps intermédiaire, mais qui est réellement le lieu où nous allons construire ensemble l'avenir en commun. Et ce lieu où on va le construire ensemble nous invite à nous poser ce corps sociétal, c'est-à-dire cet espace où notre action va avoir un réel effet sur l'intérêt général, et nous sommes au cœur des territoires. Et peut-être, et j'en finirai là, c'était l'intuition
que les pays du Sud ont essayé d'expliquer bien difficilement aux pays du Nord en 2015, lorsqu'ils ont exigé qu'en une nuit soit écrit le 17e objectif de développement durable. Comment allons-nous faire ensemble ce qu'il est impossible pour chacun d'entre nous de faire seul? Des experts un peu mal avisés, ou sans doute ne comprenant pas la dimension stratégico-dynamique que je viens d'évoquer, ont considéré que ce 17e objectif de développement durable était un fourre-tout institutionnel. Nous étions persuadés, au sein du Rameau et grâce aux travaux de l'Observatoire des partenariats, que pas du tout. C'était au contraire une nouvelle philosophie politique qui, aux côtés des dimensions sociopolitiques évidentes, aux côtés des socio-politico-techniques tout aussi évidentes, il fallait rajouter ce troisième levier pour comprendre comment l'action collective transformatrice devenait une réalité. Et il est bien évident que cela concerne tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les territoires. Et là encore, méfions-nous de ne mettre en avant que ceux qui ont une maturité telle que, effectivement, ce sont les vitrines qui nous éclairent, ce sont nos champions olympiques et nos athlètes de la co-construction du bien commun, parce que nous sommes tous concernés par cette coopération territoriale. Elle nous concerne partout en France, sur les territoires marins, ultramarins. Et après, la question, c'est comment elle se décline secteur par secteur. Peut-être que la question de la transition maîtresse, la transition écologique, est pas complètement anodine dans cette question. Et peut-être que si l'accord de Paris n'a pu être signé, ne l'oublions pas, en décembre 2015, que parce que 3 mois avant, eh bien, il y avait eu la signature le 25 septembre 2015 de l'agenda 2030. Peut-être que de la même façon, c'est parce que les coopérations territoriales existent déjà que la transition écologique n'est pas un rêve, mais une réalité en marche. Mais ça, c'est après. C'est dingue. Voilà, donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir mettre en place, de voir comment se mettent en place les coopérations territoriales sur une déclinaison sectorielle, c'est-à-dire celle de la transition écologique. Parce que je rappelle que la transition écologique a une place particulière puisque l'une des premières déclinaisons de l'agenda 2030. Et donc, pour animer cette séquence, j'appelle Guénolé Poix, qui est chef de projet du réseau Comet, à venir animer cette séquence à mes côtés. Bonjour Guénolé. Il y a le micro qui est juste là. Oui, vas-y, c'est bon. Ça siffle un peu. Merci. Merci. Alors effectivement, Charles Benoît, merci aussi pour cette transition et plus globalement, merci à nos intervenants de cette table ronde d'avoir accepté cette invitation. Je pense qu'on a une demi-heure, donc je crois qu'il y a Luc Bellière et Antoine Charlot qui sont en distanciel et on a la chance d'avoir ici aussi présente Hilaria Cassillo. Voilà, ce que je vous propose à tous les trois, c'est qu'on soit finalement en mode un peu de discussion parce que la demi-heure va passer très vite. Les sujets, notamment des coopérations autour des sujets de transition, du sujet de la transition écologique, est tellement vaste. Je pense que vous ne me contredirez pas, Élodie. On a énormément de choses à dire et les fonctions et qualités de nos intervenants vont faire que je ne doute pas que cet échange soit finalement assez naturel. Je me permets de présenter donc nos intervenants. Tout d'abord, Hilaria Cassillo, qui est directrice exécutive, prospective et recherche à l'ADEME. Bonjour Hilaria. Et comme je le disais, en distanciel, nous avons Antoine Charlot, qui est notamment directeur général du Comité 21. Bonjour Antoine. Et puis Luc Bellière, qui est président, je le lis très précisément pour ne pas faire d'erreur, président de PERC3C et également président du PTCE Ciel à Montargis. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit signe, un petit bonjour, parce que je ne suis pas certain. Ok, bonjour, on me dit que tout est. Que vous m'entendez. Ah bah parfait, voilà, je vous vois maintenant à l'écran, donc c'est parfait. Alors peut-être pour un peu lancer ces débats, on a eu beaucoup de matière aujourd'hui autour de ces sujets de coopération territoriale. Moi, je voudrais vraiment qu'on s'attarde là dans la demi-heure qui arrive pour nous, plus précisément à comment ces coopérations ou ces interdépendances d'acteurs, on l'a vu tout au long de la journée, facilitent ou en tout cas concourent à ces enjeux de transition, en tout cas la bonne prise en compte de ces enjeux de transition au niveau local par les territoires.
On l'a vu, un territoire est composé d'une multiplicité d'acteurs. On a beaucoup parlé aujourd'hui, bien sûr, des collectivités, de l'acteur politique qu'est l'élu, de ses services derrière lui, bien sûr. On a aussi beaucoup parlé des acteurs économiques, des acteurs associatifs. Et moi, finalement, la première question que je souhaitais poser pour lancer un petit peu cet échange, et je vais me permettre de la poser en premier, mais elle vaut aussi pour vous, messieurs, à travers l'écran. Comment vous, de votre positionnement et aussi de votre vécu, parce que vous avez des fonctions actuelles que j'ai décrites, mais vous en avez aussi d'autres par le passé et d'autres annexes aussi. Et c'est donc cette question que je vous pose. Comment vous percevez, vous, ces interdépendances entre les différents acteurs, notamment sur ces sujets de transition? Alors, la question est volontairement très vaste pour vous permettre de vous exprimer sous l'angle que vous le souhaitez. Et pour cela, je passe la parole à Hilaria, si vous voulez vous saisir de ce micro pour amorcer un début de réponse et de discussion autour de cette question. Bonjour. Tout d'abord, merci de cette invitation. Je suis ravie d'apporter un peu le témoignage, l'expérience de l'ADEME à ces réflexions. Je pense que les interactions territoriales, les interdépendances que vous évoquez, elles sont à la fois nécessaires et compliquées. Elles sont nécessaires parce que les transitions ne sont pas le fait d'un seul acteur ou d'un effet CEO. Enfin, voilà, il faut que pour advenir, elles soient menées à plusieurs échelles, par plusieurs types d'acteurs, sur plusieurs sujets à la fois. Et donc orchestrer, non seulement planifier, vraiment lui donner de la chair, faire vivre ces interdépendances, est nécessaire, mais il s'avère parfois compliqué parce que souvent les acteurs ne se parlent pas. Donc je vous prends l'exemple de la recherche et de la prospective. Donc ma direction est celle de la recherche et de la prospective. Et dans la mission de la stratégie de recherche de l'ADEME, il est clair que la recherche, elle doit être territorialisée. Les sujets de recherche doivent être co-construits avec les acteurs locaux ou celles et ceux sur lesquels parfois les recherches vont avoir porte, on va dire. Donc on a cette vision, cette ambition. Et lorsqu'on la met en pratique, on se rend compte, on se heurte à des réflexes ou à des routines cognitives aussi de certains acteurs. Les chercheurs ont une approche systémique, ont une lecture critique des phénomènes, notamment en sciences humaines et sociales. Et bien, d'autres types d'acteurs, économiques, collectivités, associatives, nous posent la question, oui, mais comment on fait? Oui, mais quelle est la solution? Vous voyez, c'est comme la recherche, elle est beaucoup sur le setting, sur le cadrage, et les acteurs sont beaucoup sur les solutions, ce qui est tout à fait normal. Or, agencer, orchestrer, fluidifier, traduire même ces deux types d'approches et de langage, les faire travailler autour d'enjeux communs, faire de la véritable recherche-action participative, faire des véritables projets de coopération territoriale, je pense à l'appel à manifestation d'intérêt COPECO dont on pourra parler si vous le voulez, nous ont montré à l'ADEME à la fois la nécessité, c'est nécessaire, l'appétence aussi de certains acteurs autour de questions comme les communautés énergétiques, l'habitat, l'emploi. On voit que là, on a des vrais sujets, on l'a vu un peu les réponses par rapport aux réponses qu'on a eues à l'AMI. Mais il faut après faire avec notamment les acteurs de la recherche. Et là, l'ADEME a un rôle un peu de pivot, de transfert, presque de traducteur, je dirais parfois. Merci pour cette première réponse qui nous éclaire effectivement sur, alors plus spécifiquement sur le rôle de l'ADEME, mais au global plus sur le monde de la recherche. Là, je voudrais peut-être m'adresser à Monsieur Charlot, parce que dans nos échanges préparatoires, effectivement, c'est quelque chose sur lequel vous avez, en tout cas, si ce n'est insisté, que vous avez mentionné, en tout cas, sur l'éclairage que peut apporter le monde scientifique, en fait, aux réflexions liées aux enjeux de transition écologique territoriaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces enjeux portés par le monde scientifique et comment ils peuvent éclairer éventuellement les décisions locales? Merci Guénolé, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous m'entendez bien. Avant de répondre à votre question, je pose tout de même la question de l'organisation territoriale telle qu'elle est faite aujourd'hui. Puisque finalement la question de l'interdépendance territoriale est pour moi une autre manière de regarder le territoire. Quand on regarde l'histoire de l'organisation territoriale, on s'aperçoit que le territoire a principalement été pensé comme un espace délimité par des frontières,
des limites physiques, hein, les montagnes, les fleuves, mais aussi des limites de proximité. Si on regarde les cantons, par exemple, ils ont été conçus en fonction du temps qui était nécessaire pour rejoindre en moins d'une journée la ville-centre. Et cette logique, malgré tout, même si elle est ancienne, elle est intéressante aujourd'hui en matière de transition écologique parce que c'est une logique qui a prévalu plus récemment à toute la dynamique autour des territoires du quart d'heure. Donc ça, c'est l'histoire. L'histoire plus récente, dans les années 70-80, avec la DATAR, qui nous apporte une autre lecture, non pas en substitution à la logique des limites physiques, mais en complément à cette logique des limites physiques, c'est celle des flux. On ne regarde plus seulement le territoire comme des limites physiques, mais comme des flux de communication, d'échanges économiques, de mobilité, d'aires d'influence. Et d'ailleurs, le territoire devient un réseau de circulation de données et de flux. C'est une logique plus statistique et moins statique que la logique, on va dire, des limites physiques. Mais elle permet néanmoins d'introduire cette notion d'interrelation entre les flux. C'est là qu'apparaissent les schémas de cohérence territoriale, c'est là qu'apparaissent les bassins d'emploi, les bassins hydrographiques, qui deviennent progressivement des cadres d'analyse et d'action. Et pour répondre à votre question initiale, et je reviendrai sur la science juste après, cette organisation territoriale, de mon point de vue, elle est encore efficace par rapport aux transitions écologiques, mais elle ne se suffit pas elle-même. Autrement dit, dans un moment où nous traversons des périodes d'instabilité extrêmement fortes, où les crises se multiplient, s'enchevêtrent, on voit bien avec le réchauffement climatique, la question des ressources énergétiques, des ressources en eau, les conflits géopolitiques qui traversent la planète, tout ça dans un monde globalisé impacte énormément nos territoires et nécessite par rapport à cette interdépendance des enjeux, des réponses coordonnées entre les acteurs du territoire. Et donc la nécessité de faire converger les efforts des uns et des autres pour apporter des réponses à la fois pour réduire la vulnérabilité des uns et des autres, et la vulnérabilité territoriale, mais la vulnérabilité des organisations dépend en quelque sorte de la vulnérabilité des territoires, mais aussi, bien évidemment, pour apporter des réponses coordonnées de bifurcation par rapport aux grands enjeux de transition qu'on doit adresser. Et cette nécessité de convergence des efforts, elle se porte à la fois sur la convergence des moyens humains et des moyens financiers, mais aussi sur la convergence des connaissances. Et c'est là où j'arrive à la question de la science. Nous avons, nous, lancé au niveau du comité 21 un GIEC dans la région des Pays de la Loire en 2020, dans cette idée du dialogue science-société, que la science n'est pas que l'appartenance des scientifiques en quelque sorte, c'est-à-dire de ceux qui organisent la recherche fondamentale ou appliquée, mais elle doit être à un moment donné un sujet de discussion et de dialogue avec les acteurs qui disposent de données, les acteurs économiques, les agriculteurs, les corps sociaux. Je reprends tout à fait la proposition de Charles par rapport aux corps sociaux qui ne sont pas que des intermédiaires, mais qui ont la capacité à aller nourrir une trajectoire territoriale dans lequel on s'inscrit tous. Merci pour ces précisions. Alors effectivement, on a parlé des différentes composantes et des interdépendances. Peut-être, Monsieur Bellière, vous, votre regard sur ces interdépendances, alors sans vouloir vous cantonner à un rôle de représentant du monde économique local, je me permets quand même dans un premier temps de le faire, mais on élargira bien sûr à l'ensemble de vos autres compétences, bien entendu. Mais vous, peut-être votre regard d'acteur économique du territoire, comment vous percevez ces dépendances avec les autres acteurs locaux auxquels vous avez nécessairement affaire sur votre territoire? Moi, je me permets, avant de répondre à la question, comme Antoine Charlot, de faire un petit aparté sur la science. Moi qui suis scientifique de formation, il y a bien sûr dans le monde de la science physique, les gens qui font les calculs et qui font de la théorie et de la prévision, et puis des gens qui vont au laboratoire et qui expérimentent et qui voient ce qui se passe et qui viennent alimenter les modèles théoriques. Je pense que c'est un peu le travail qu'a fait le Rameau ces dernières années, qui est de dire, voyons concrètement comment les expériences vivent sur le terrain, capitalisons là-dessus, plutôt que d'essayer de construire un modèle à Paris et de l'appliquer sur toute la France. Donc, je voulais souligner quand même cette approche empirique. Et donc, cette approche empirique, moi qui suis proche du Rameau depuis très longtemps, et chef d'entreprise, comme vous l'avez dit, dans le Gâtinais-Montargois, donc l'Est du Loiret, sur un territoire qui est
anciennement très industrielle, qui souffre beaucoup, hein. C'est la France des sous-préfectures. Il y avait un vrai besoin de mobilisation pour essayer de lutter contre les fragilités de ce territoire. Et oui, à un moment donné, on ne peut pas rester tous dans notre couloir à faire notre business sans tenir compte de l'environnement, que ce soit les entreprises, que ce soit les associations. Et on a un peu trop tendance, souvent le nez dans le guidon, à le faire. Et à quelques semaines du décès d'Edgar Morin, je dirais que c'est vraiment une approche de la complexité, ce qui n'est pas si compliqué, mais c'est juste de savoir se parler en amont, de travailler le territoire de la confiance et de se dire qu'on a tous un rôle à jouer. Peut-être que le plus difficile, c'est finalement pas pour les entreprises, c'est peut-être plus pour les élus qui ont eu l'habitude, une fois élus, d'avoir à gérer tout ça et de se dire finalement on peut partager un peu cette responsabilité et essayer de construire des solutions avec les différents acteurs du territoire, hein. Comme le disait Charles Benoît tout à l'heure, c'est un changement de culture qui est assez lourd. Nous, on a vu, vous avez dit qu'on avait créé une association pour l'engagement des entreprises et l'économie circulaire et coopérative. Mais on a récemment monté aussi, sur les modèles qui ont été défendus aussi par le Rameau, une fondation territoriale qui est abritée par la fondation de Lille aussi. Et on voit qu'il y a quand même une part du monde économique qui a déjà compris ça, surtout sur ces territoires, peut-être principalement sur ces territoires un peu fragiles, et qui se serrent les coudes. Et que aujourd'hui, nous, avec un changement de municipalité sur la ville-centre et sur la deuxième plus grosse ville de l'agglomération, avec beaucoup d'incertitudes sur tous nos modèles justement de coopération. Là, j'avoue qu'aujourd'hui, on ne sait pas, mais le changement de culture, il est parfois difficile entre les associations, qui parfois se sont vues comme des concurrentes entre elles. Donc, c'est sortir de cette logique de concurrence et de compétition pour entrer dans une logique de coopération. Ça n'est pas simple. Il est difficile aussi pour les entreprises parce qu'on leur a toujours dit que leur but, c'était uniquement de gagner de l'argent, sans forcément prendre soin du territoire dans lequel elles étaient implantées. Et du coup, les réduire au rôle de pleureur, dans le sens où on se plaint des conséquences, mais on n'agit pas sur les causes. Et il est aussi, comme je l'ai dit, pour les élus. Alors, effectivement, dans les propos que je viens d'entendre là, de votre part, on esquisse des pistes en fait pour embarquer quelque part les acteurs dans la coopération. Et encore une fois, je reviens au sujet qui nous anime spécifiquement dans cette table ronde, à savoir les enjeux de transition écologique. C'est aussi quelque chose qu'on entend, ou en tout cas à travers la communauté que j'anime, la communauté Comet, qu'on entend beaucoup aussi. C'est un enjeu qui est de plus en plus prégnant pour les citoyens. Dans les mots que vous avez cités, on a parlé de la science, de la prospective, avec des leviers de confiance, d'écoute. Moi, j'aurais tendance à peut-être vous poser la question, mais elle est ouverte aux trois intervenants, bien sûr, mais comment le traduire? Il y a une forme de... J'oserais presque le terme de schizophrénie, mais c'est-à-dire que les citoyens sont en attente de prise en compte de ces enjeux de transition, sans qu'ils y mettent forcément ce terme de transition écologique d'ailleurs, mais ont des attentes quant à leur santé, quant à leur cadre de vie. Comment cette parole des citoyens, et là je me retourne un peu vers vous, mais peut-être par vos fonctions passées aussi, vous aurez des éléments de réponse nécessairement, mais comment cette parole des citoyens, qui sont un des acteurs principaux aussi, à part entière des territoires, comment cette parole peut être à la fois entendue, comprise dans ses contradictions parfois, et retraduite en termes d'actions concrètes par les politiques ou par les autres acteurs qui ont les leviers sur les territoires. Vaste question encore une fois pour lancer la discussion. Vaste question, oui. Alors, pour le coup, je réponds avec mon ancienne casquette de vice-présidente de la Commission nationale de débat public. En fait,
je pense qu'il y a une démocratie environnementale qui existe en France, existe au moins dans les textes. Et cette démocratie environnementale est très ambitieuse, je dirais même très belle, parce qu'elle pose deux principes fondamentaux. Le premier, c'est le droit d'accès à l'information en tout ce qui concerne l'environnement, donc l'information environnementale. Tout le monde a le droit d'avoir accès. Et cela signifie non seulement savoir où la trouver, signifie la comprendre, qu'elle soit intelligible, qu'elle soit partageable, et que cette information ne vient pas que du haut, parce que les citoyens et les citoyennes, les usagers, les habitants, les acteurs aussi économiques, de la science, etc., sont aussi producteurs de savoirs divers et variés, parfois de science, parfois d'expertise, parfois de savoir. Et je ne parle pas que de simples savoirs d'usage auxquels parfois on coince un peu les citoyens et les citoyennes. Il y a des savoirs diffus, et ce qui anime d'ailleurs les coopérations territoriales souvent. Donc il y a aussi l'enjeu de non seulement comment on écoute, comment on fait participer à la décision les citoyens, c'est aussi comment on intègre leur expertise dans la formulation même des sujets, des enjeux, des problèmes de la transition ou des solutions de la transition écologique. Vous voyez, le nombre de débats que j'ai pu suivre m'ont montré comment souvent les participants, au lieu de vous répondre sur la solution, ils disent mais nous on veut reconfigurer, reposer, reformuler le problème, le diagnostic ou alors autre chose, vous voyez. Et c'est comme ça, quand on pense ensemble la question, le sujet, bah, automatiquement la solution vient aussi avec. Donc il y a la première chose, c'est comment on assure cette information bidirectionnelle, donc sortir de la logique qu'on applique souvent dans la transition écologique. Regardez par rapport à tout un tas de sujets aussi d'actualité, voilà, il y a un problème, vous ne savez pas comment faire, il suffit de dire aux gens comment manger, comment s'habiller, comment se déplacer, mais si savoir suffisait à l'action, ça se saurait. On a beau savoir, mais même si on sait, on ne passe pas à l'action. On sait que fumer, ça fait mal et tue, pourtant, on continue à fumer. Vous voyez, donc le fait de savoir en lui-même ne nous oblige pas, ne nous pousse pas à l'action. Et puis, il y a un deuxième élément, comment on ouvre des décisions à toute échelle d'ailleurs, à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et la démocratie environnementale à la française est parmi les plus ambitieuses parce qu'il y a tout un tas de dispositifs. Mais il n'y a pas que ça. Et je vais m'en arrêter là. Peut-être, je reviens un peu à ce qu'on fait l'ADEME, parce que vous voyez, le projet que Charles Benoît connaît aussi bien, parce qu'il est aussi membre du conseil scientifique de l'ADEME, je le remercie vraiment pour sa contribution continue à nos travaux. En fait, à travers des projets comme COPECO, l'ADEME vise justement à mettre, on va dire, autour de la table, à organiser ces coopérations autour de sujets qui sont fondamentaux. Par exemple, quel est le modèle économique qui est le plus propice qui se conjugue le mieux avec les limites écologiques? Quelles sont les formes d'action publique les plus propices à faire dialoguer tout un tas d'acteurs? Et comment on évalue la réussite de ces coopérations? Est-ce qu'on l'évalue jusque du point de vue économique ou du point de vue social, de ce qu'elle permet de faire en termes d'empowerment, de capacitation ou pas? Vous voyez, il y a tout un tas de sujets qu'à l'ADEME, on essaie de pousser justement pour organiser, pour fluidifier l'écoute, le passage d'informations et surtout des nouvelles formes de coopération. Je crois comprendre avec horreur qu'il reste 5 minutes. Non, c'est pas possible. On a déjà passé 25 minutes à échanger, mon Dieu, c'est affreux. On a à peine esquissé l'iceberg des questions ou des échanges que j'avais prévus. Donc effectivement, s'il reste que 5 minutes, on va essayer d'accélérer. Si je reprends un petit peu tout ce qu'on s'est dit et tout ce que j'ai pu entendre dans la journée, effectivement, il y a ce sujet de l'interdépendance, on en est tous conscients, on l'a démontré dans la journée, il faut que les acteurs coopèrent pour mener leurs actions et pour co-construire en fait, une vision de leur territoire qu'on souhaite le plus durable possible parce que les enjeux de transition, notamment, mais ces enjeux infusent, on va dire, un petit peu l'ensemble des préoccupations des citoyens, des entreprises, des différents corps constitués des territoires. On a vu qu'il y avait des leviers d'action, la science, la prospective, les initiatives économiques, la perception que peuvent avoir les collectivités des enjeux de ce territoire. Alors c'est une synthèse vraiment à la hache, je vous prie de m'excuser, mais tous nos auditeurs, je les incite fortement, s'ils n'ont pas pu l'écouter durant la journée, mais à revoir l'ensemble des séquences qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. Moi, j'aurais un peu envie de vous questionner sur... Il n'y a pas de baguette magique, on en est tous d'accord, mais
s'il y avait un enjeu à porter qui serait, de par votre expérience et votre expertise locale, s'il y avait un enjeu facile à porter et réaliste au sein d'un territoire, quel serait-il? Peut-être Monsieur Bellière, vous qui pratiquez ça aussi au quotidien. Eh bien, tout à l'heure, vous parliez de schizophrénie. En fait, je parlerais plutôt de conflit de temporalité. On est sur des contraintes, sur des temporalités très différentes. Quand on parle de fin de mois, fin du monde, hein, c'est l'expression de ce conflit de temporalité. Si je parle du monde économique, beaucoup de chefs d'entreprise veulent s'engager dans notre démarche d'écologie industrielle territoriale. Ils se trouvent ça formidable, etc. Et prendre le temps de s'enregistrer sur la plateforme d'échange de matières, eh ben, parfois, ça ne marche pas. Si notre animateur territorial ne va pas les prendre par la main et les accompagner. Donc, c'est plus que de la schizophrénie, c'est vraiment des conflits de temporalité. L'intelligence, elle est là, la compréhension, le savoir, mais effectivement, le passage à l'acte est peut-être plus compliqué. Et tout notre enjeu, ce qu'on essaye de construire sur le bassin, que ce soit par PRC3C, par le pôle territorial de coopération économique ou par la fondation territoriale, c'est de construire cette couche où on va libérer du temps aux structures pour construire cette coopération. Tout ce temps d'apprentissage à connaître les uns les autres, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'apporter. Parce qu'une fois qu'on a construit cette couche, etc., eh ben on a un effet démultiplicateur dans la construction des solutions. Et je pense qu'on a un vrai besoin dans notre pays d'apporter de la valeur à ce temps de la création de la coopération. Voilà. Merci. C'était effectivement... Monsieur Charlot, peut-être un mot de la fin aussi. Je suis désolé, c'est vraiment passé très très vite cet échange sur un enjeu que vous percevez, même s'il y en a plein, mais peut-être un enjeu local et un levier, pourquoi pas. Oui, merci Gwenaël. Et en effet, c'est très compliqué en si peu de temps de développer cette approche, mais je reprendrai, si je n'ai qu'un mot à dire, le mot qu'a utilisé Luc à l'instant sur donner de la valeur. Et donc, alors là, il parlait de la valeur temps, et qui est une valeur essentielle, surtout dans notre société. Mais je crois que de notre point de vue et de l'expérience que je peux avoir sur ce sujet-là, il y a nécessité à un moment donné de valoriser la coopération autrement que juste par le fait d'expliquer l'intérêt de coopérer. Je m'explique à travers ça. Je vais vous donner un exemple concret sur Nantes Métropole. Vous savez que l'agglomération est engagée depuis très très longtemps sur la RSE territoriale, une plateforme territoriale de RSE qui est animée par la collectivité. Et ce qui fait que ce dispositif tient dans la durée, c'est qu'à un moment donné, chacun des acteurs arrive à valoriser sa contribution à travers un sentiment de fierté, à travers parfois une valeur économique, en particulier à travers des marchés publics ou à travers des dispositifs financiers auxquels chacun peut souscrire. Et donc, voilà, pour moi, c'est extrêmement important de donner cette valeur-là, de reconnaissance, pour que chacun puisse continuer à s'engager et à expérimenter. C'est peut-être le deuxième mot, si vous permettez de mettre l'accent, la nécessité d'expérimenter. Parce que dans un monde, pour revenir à mon propos introductif, où tout est stable, on peut avoir une approche méthodologique très verticale, des experts analysent, des options sont proposées, des options sont sur la table, les dirigeants arbitrent et les équipes exécutent. Dans un monde qui est profondément instable, comme c'est le cas aujourd'hui, non pas que l'expertise n'a plus sa place, elle est au contraire indispensable, mais elle ne suffit pas à embrasser la complexité. Et donc, il y a nécessité de pouvoir expérimenter concrètement des solutions et accepter que certaines ne vont pas fonctionner. C'est une approche très anglo-saxonne dont on parle depuis très très longtemps, mais qui a encore énormément de mal à se mettre en place en France et qui fait que encore beaucoup d'acteurs n'osent pas y aller par peur de ne pas réussir. Merci. On a un petit temps pour le mot de la fin où je regarde la régie. Un tout petit peu, on m'a dit, allez,
Madame Castillo, je vous offre le mot de la fin. Merci. Alors, ça va être très rapide. Moi, je dirais, si je devais utiliser une formule, c'est celle de faire confiance, laisser faire les acteurs de territoire, parce que notamment dans les transitions écologiques, énergétiques et les diverses traditions qui sont devant nous, on ne peut pas avoir une approche one size fits all, de taille unique, vous voyez. Et ça, on arrive à le faire si on lâche prise sur les territoires, on laisse faire expérimenter. C'est un peu dans la continuité de ce qui a été dit. Et faire confiance par un système politique très centralisé, très dirigiste, ne va pas de soi, mais je pense que ça serait une des clés, peut-être. En tout cas, un enjeu. Ouais, merci beaucoup. Merci encore à nos 3 intervenants. Vraiment un petit peu frustrant, finalement. Charles Benoît, la prochaine fois, prévoit une table ronde de 3 heures. Comme ça, je pense qu'on aura le temps. Alors, mais bien sûr, je l'ai en tête, bien entendu, que nos discussions vont se poursuivre, notamment le 17 septembre prochain, aux rencontres qu'organise Comet avec ses partenaires, les rencontres nationales de la transition écologique dans les territoires. Donc je vous donne rendez-vous le 17 septembre. Vous trouverez toutes les informations sur le site de Comet, la communauté écologie et territoire, que j'ai la chance d'animer, de co-animer avec mes collègues, où on reparlera de ces sujets de coopération territoriale, plus spécifiquement avec des retours d'expérience, des guides, des outils très concrets pour les territoires. Encore merci à nos 3 intervenants et je passe la suite à la suite. Je ne sais pas à qui. Merci, c'était du teasing pour le 17 septembre en fait. C'était court, mais c'était du teasing. On va continuer quand même sur la transition écologique, notamment sur l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, et plus particulièrement sur le collectif élus et ODD. Et pour cela, normalement, Pascal Fressot est en direct de notre séquence. Oui. Bonjour Pascal, vous êtes présidente fondatrice. Vous êtes présidente fondatrice de l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Et vous avez impulsé le collectif élus et ODD qui est composé d'une vingtaine d'acteurs, qu'ils soient publics et privés. Et puis l'année dernière, donc en 2005, vous avez organisé une conférence au Sénat, mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026, sous le haut patronage de Loïc Hervé, qui est vice-président du Sénat. Et depuis les élections, vous continuez à promouvoir la mise en œuvre de l'agenda 2030 dans les nouvelles mandatures. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable et ce collectif élus et ODD? Très bien, merci, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Je suppose que oui. C'est très bien, parfait. D'accord, parfait. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment pour votre invitation à cette conférence des plus importantes. Vous avez su vraiment allier les enjeux territoriaux avec les défis humains de manière tout à fait transparente, authentique et inspirante. Et voilà, c'était vraiment un immense plaisir, comme d'habitude en tout cas, de vous entendre. Et j'ai eu le plaisir de retrouver un certain nombre d'acteurs qui font aussi partie déjà du collectif élus ODD. Donc voilà, je confirme aussi que, en tout cas, ce qui me semble important, c'est la capacité aussi à renforcer les qualités humaines, personnelles et professionnelles en fait des acteurs, parce que je rejoins certains propos qui ont été dits. Parfois, certains acteurs ne se parlent pas sur les territoires pour des raisons qui effectivement peuvent surprendre, mais ça fait quand même partie des réalités, et où il y a des bonnes coopérations, c'est qu'il y a aussi des approches très professionnelles et par ailleurs audacieuses. Alors, je dois excuser le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, qui normalement aurait dû intervenir à mes côtés, mais qui a été retenu par d'autres obligations. Voilà, il est de tout cœur avec nous aujourd'hui, et il avait souligné dans le cadre de ce colloque que nous avions organisé le 28 février 2025, l'importance en fait d'un rapport sénatorial, donc le 678e, qui avait pour titre « La France face aux défis de la mise en œuvre des objectifs de développement durable » et qui, selon lui, eh bien, constitue véritablement une trajectoire pour la France au regard de la mise en œuvre des ODD. Et évidemment, il nous soutient fortement dans cette volonté de faire en sorte qu'on puisse mieux intégrer la durabilité dans les politiques, à la fois au niveau gouvernemental et au niveau local, bien évidemment. Donc, j'ai effectivement créé ce collectif LUODD, donc en tant que présidente de l'ONG AIODD, qui a été fondée du coup en 2006, d'abord pour soutenir les objectifs du millénaire et pour soutenir ensuite les objectifs de développement durable. Et donc, du coup, nous avons effectivement eu ce plaisir d'avoir une vingtaine d'acteurs autour de la table pour l'organisation d'un premier colloque qui avait été organisé
eh bien, au Parlement, à l'Assemblée nationale, sur le thème Mettre l'agenda 2030 au cœur des territoires. Nous avions eu la présence de la ministre Jacqueline Gouraud qui s'était engagée à écrire à tous les maires de France. Et puis, nous avions organisé donc, cet autre colloque au Sénat donc, sur le thème Mettre l'agenda 2030 au cœur des municipales de 2026, dans la perspective, bien évidemment, de mieux faire connaître eh bien, les ODD au niveau des élus, des acteurs territoriaux qui, malheureusement, ne les connaissent pas toujours encore ou, quand bien même s'ils les connaissent, ont parfois un peu du mal à savoir comment s'y prendre pour démarrer et intégrer du coup, les ODD, leur approche globale et intégrée dans une politique locale. Donc, je souligne aussi le fait que nous avons organisé d'autres initiatives, comme par exemple la création d'une plateforme dédiée aux collectivités, donc sur le site de IODD, donc, qui a pour objectif effectivement de centraliser des ressources et des outils, qui a aussi pour but de montrer comment engager une démarche stratégique pour l'intégration des ODD. Nous avons aussi centralisé d'autres actions, d'autres outils en fait pour faire un peu une sorte de Tour de France que nous allons d'ailleurs diffuser très, très prochainement. On a remis à jour ce document et de nombreuses initiatives ont été organisées par les différents membres du collectif sur leur territoire respectif du coup pendant la période électorale. Donc, notre but maintenant, et je vais vous en parler dans quelques instants, eh bien, de faire en sorte qu'on puisse aussi interroger le gouvernement sur sa capacité à intégrer, à mettre en œuvre l'agenda 2030. Et donc, voilà, nous allons poser une question au gouvernement, mais je vous en parlerai bien évidemment dans quelques instants. Et je voulais souligner aussi que vous avez vraiment, à juste titre, renforcer dans vos messages l'importance de prendre en compte la jeunesse et que nous avons organisé à IODD, alors non pas dans le cadre du collectif LUODD, mais dans le cadre d'un autre collectif, on avait rédigé un manifeste paix et durabilité et nous avons organisé un colloque du coup à l'ONU le 2 avril sur le thème Réinventons la paix avec les jeunes. Et voilà, on a eu à peu près 1000 participants, pas que des jeunes, hein, bien sûr, à l'ONU, donc 500 personnes à l'ONU de Genève pour dire non à la violence et pour faire des propositions en termes de durabilité. Et on avait à peu près 500 personnes aussi en ligne. Donc, on continue à travailler aussi avec le Rameau parce qu'on veut vraiment que ces propositions des jeunes puissent aussi être écoutées par les élus et qu'on puisse créer les espaces de dialogue parce que trop souvent, on parle des jeunes de manière assez rapide et parfois de manière assez superficielle, alors qu'ils ont des choses absolument extraordinaires à nous dire. Et je tiens aussi à mentionner que nous souhaitons vraiment valoriser en fait les modèles de durabilité, ces collectivités locales. Tout à l'heure, Charles Benoît parlait des champions. Ben oui, on peut considérer que certaines collectivités sont des champions en termes de durabilité et on avait effectivement eu ce plaisir d'inviter des villes comme la ville de Strasbourg, Évian, Pessac, Niort, voilà, qui est un champion connu depuis de longue date. Et donc, on travaille avec ces villes-là, en plus du coup des réseaux d'élus qui nous soutiennent en fait depuis de nombreuses années. Donc, les écomères, par exemple, font partie de ce collectif ou encore le Rameau. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver autour de la table aujourd'hui. Merci bien. Vous avez évoqué tout à l'heure que vous souhaitiez poser une question au gouvernement. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en livrer les raisons et les principaux messages? Oui, bien sûr. Alors, en fait, je vais vous lire directement le message qui va être lu. Alors, peut-être qu'il va être un petit peu modifié. C'est le député, en fait, Stéphane Normand, qui travaille à nos côtés et qui va poser la question au niveau, voilà, dans le cadre d'une assemblée. Mais en gros, quelle est la raison? C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on considère que malgré tout le travail aussi du CGDD, et j'étais très heureuse de retrouver aussi Gwenalé, eh bien, malheureusement, les objectifs de développement durable sont assez peu portés politiquement, trop peu à notre goût, et ils ne sont pas assez promus ni considérés comme étant le socle en fait d'une politique générale qui soit vraiment porteuse de sens pour fixer une trajectoire à l'horizon de 2030, alors que toutes les collectivités qui sont vraiment engagées ne feraient pas un pas en arrière parce que c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique, le fait de travailler sur ces approches globales et intégrées. Donc, la question, je vais vous la présenter. Donc, c'est, on va dire, en avant-première. C'est Monsieur le Premier ministre. En 2015, la France a contribué à 2 avancées majeures pour l'avenir de notre planète. C'est l'accord de Paris sur le climat,
Comme vous le savez, l'agenda 2030 des Nations Unies structuré autour de développement durable. La COP 21 est devenue une référence connue de tous. À l'inverse, les objectifs de développement durable demeurent largement méconnus du grand public, de nombreux élus, des médias et même d'une partie des acteurs, alors qu'ils constituent pourtant le cadre international le plus complet pour répondre aux défis économiques, sociaux, environnementaux et aussi démocratiques de notre temps. Pourtant, partout où ils sont compris et mis en œuvre, les ODD favorisent la coopération, la cohérence de l'action publique, la mobilisation des acteurs et l'innovation territoriale. De nombreuses collectivités, établissements d'enseignement, entreprises et associations s'en sont déjà saisis avec succès pour construire des démarches plus transversales et plus durables. Alors qu'aujourd'hui les crises se multiplient et que les fractures sociales, territoriales, environnementales et démocratiques s'accentuent, nos concitoyens expriment de plus en plus fortement un besoin de sens, de cohérence et de vision partagée. Les ODD pourraient précisément constituer cette boussole collective. Or, près de 10 ans après leur adoption par la France, ils demeurent largement inconnus. Ils constituent pour autant et absents en fait du débat public national et du récit politique qui accompagne les grandes transformations de notre société. Les ODD ne sont ni de droite ni de gauche. Ils constituent un engagement pris par la France devant la communauté internationale et un cadre commun permettant de concilier prospérité économique, justice sociale, préservation de l'environnement et renforcement de la démocratie. Dans un pays qui souhaite rayonner à l'international, réduire les inégalités, comme on l'a vu aussi avec le G20, et porter le G7 plus récemment, et porter une vision d'avenir au sein des grandes instances mondiales, il est surprenant que cette feuille de route universelle soit encore si peu visible et si peu incarnée dans l'action publique. Alors que la France a réaffirmé son engagement en faveur de l'agenda 2030, comment le gouvernement entend-il faire des 17 ODD une véritable boussole de l'action publique portée de manière interministérielle et pleinement intégrée aux choix budgétaires, économiques, éducatifs et territoriaux du pays, ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques. Surtout dans ce contexte de forte tension démocratique, sociale et environnementale, comment compte-t-il faire des ODD non pas un référentiel technocratique ou déclaratif supplémentaire, mais un véritable projet collectif mobilisant les citoyens, les jeunes, les collectivités, les entreprises et l'ensemble des acteurs de la société autour d'une vision partagée de l'avenir. Voilà en tout cas quelle est la question qu'on souhaite poser et que je dévoilais de manière un peu anticipée. Donc pour nous, en fait, évidemment que oui, les ODD font partie de la solution pour une trajectoire en commun qui soit juste et durable, car ils soulignent les axes d'amélioration à travers 169 cibles que chacun doit prendre en compte à son niveau. Alors bien sûr, 169 notamment pour les pays en développement et beaucoup moins pour nos pays déjà développés. Mais combien même il y a beaucoup d'améliorations et d'axes d'amélioration à prendre en compte, chacun à son niveau. Il appartient à tous de renforcer, entre guillemets, son capital humain et d'agir de manière bienveillante, positive et constructive, car c'est pour moi une des clés des conditions de coopération réussies. Merci infiniment. En tout cas, nous devons maintenir la dynamique entre les acteurs et renforcer l'effet positif et toute la puissance des collectifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Pascal. Alors cette dynamique, elle est bien incarnée aujourd'hui par l'ensemble des réseaux qui sont mobilisés dans le cadre de ces rencontres nationales de la coopération territoriale. Et on voit tous depuis le début de la matinée que ces réseaux sont aux côtés des collectivités territoriales pour mettre en œuvre leurs projets de territoire qui vont être construits d'ici 2033 et accompagner la territorialisation des transitions. Mais on voit bien que pour que ça puisse se faire, pour accompagner ces transitions, il y a une nécessité majeure d'avoir une ingénierie territoriale qui soit pérenne et robuste. Et c'est l'une des clés de cette réussite. Et c'est pour ça que nous allons avoir dans la séquence conclusive qui va s'ouvrir une séquence dédiée au modèle socio-économique des ingénieries territoriales. Merci beaucoup.